Une des plus fortes peurs que l'on rencontre lorsqu'on pense à investir, c'est la peur d'un krach en bourse et de perdre de l'argent. Cependant, je pense qu'on peut se préparer à un krach ou à une baisse en bourse, car historiquement, on sait qu'elles sont inévitables et qu'on va donc les rencontrer régulièrement, et donc il vaut mieux autant se préparer. Dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer comment personnellement je me prépare aussi bien psychologiquement que financièrement à une correction ou à un krach qu'on aura forcément à un moment ou à un autre sur les marchés. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Thintify et j'espère que vous allez bien. Alors dans la première partie, on va parler de se préparer psychologiquement à un krach. Alors avant tout, il faut savoir qu'on en a historiquement assez souvent. La meilleure façon de le voir, c'est d'aller regarder le graphique du S&P 500. Donc moi, ce que je fais régulièrement, c'est de me rappeler que historiquement, les corrections ou même les grosses baisses sur les marchés, c'est quelque chose d'assez sain et de normal, et qu'il ne faut pas forcément s'en inquiéter à partir du moment où on a un horizon d'investissement sur le long terme. Il faut bien comprendre que historiquement, on a généralement une correction de 10% tous les ans, un bear market, donc une baisse de plus de 20% environ tous les 4-5 ans, et des très très fortes baisses de 40% et plus, ça arrive en général une à deux décennies, c'est-à-dire en gros entre tous les 15 et tous les 30 ans à peu près. Évidemment, ce sont des chiffres arrondis, ils ne sont pas parfaits, mais ça vous donne une bonne idée de la fréquence et que donc forcément, si vous investissez sur un long horizon, dans ce cas-là, pour moi, on va forcément à un moment rencontrer des corrections et de la peur sur les marchés. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer sur le graphique du S&P 500, là je vous ai mis quelques retracements pour voir un petit peu les évolutions. Donc ils permettent par exemple de voir que entre le début de ce graphique, donc en 1993-94 et aujourd'hui, on a fait un presque x10 en moins de 30 ans. Donc c'est pas non plus une performance négligeable, clairement. Cependant, si vous regardez sur le court terme, et ben, par exemple, lors du dot-com bubble, lors du crash des années 2000, on a perdu 50% sur 2 ans. Donc ça veut dire que ceux qui ont acheté ici, il y en a beaucoup qui ont dû avoir très peur et qui ont vendu 2 ans plus tard ici en ayant perdu 50% de leur valeur, tout simplement parce qu'ils ont dû avoir peur du crack et vendre, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour voir comment ne pas en avoir peur, mais au contraire comment se préparer. Et donc une des façons de se préparer pour moi, c'est de voir que sur le long terme, si on a la patience, en théorie et historiquement du moins, les actions et surtout les indices, ils continuent à monter tout simplement parce qu'on continue à créer de la valeur, les entreprises continuent de croître et le monde grossit et produit toujours plus et devient toujours plus productif. De la même façon, si vous regardez lors de la grande crise de 2007-2008, on a perdu plus de 50% sur un an et demi. Et par contre, à l'inverse, si vous regardez, on a fait ensuite en 10 ans un x6. C'est aussi pour ça que tout le monde parle du plus gros bull run de tous les temps qu'on a eu entre 2010 et 2020. Parce que regardez, on a fait 60% de la performance des 30 dernières années sur seulement 10 ans. Ce qui est impressionnant. Et il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans les années 2010, 2011, 2012 et qui ont gagné énormément d'argent en bourse. Et là, ici, je vous ai mis aussi les corrections qu'on a eues, celles que moi j'ai vécues personnellement, parce que celles-là, je ne les ai pas vécues, j'étais trop jeune. Et du coup, personnellement, moi j'ai connu celle de 2018, 2019, fin 2018, où on avait corrigé de pas loin de 20%, et ça allait très vite, c'était sur un mois ou deux, et ensuite on est remonté très vite. Et ensuite, on a eu celle que certainement la plupart d'entre nous ont connue de 2020, où on a tombé de plus de 35% en 3 mois, et on a rebondi en pareil quelques mois durant l'été. Donc au final, si je vous montre ce graphique, c'est surtout pour vous montrer l'importance pour moi de prendre conscience qu'en fait c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de baisse, qu'il va falloir apprendre à gérer ses émotions en le vivant, et au final, il y a beaucoup d'expérience, on peut lire plein de livres et d'autres techniques que je vais vous montrer juste après, mais c'est beaucoup d'expérience, et que si on est investi sur le long terme, eh bien on va s'en remettre de ces corrections. Et pour information, si je vous montre ce graphique, c'est aussi parce que je suis un fervent défenseur des ETF, et que j'investis moi-même tous les mois dans des ETF. Évidemment, je sélectionne aussi mes actions individuelles, mais c'est avant tout une passion, et il faut bien avoir conscience que ça me prend beaucoup de temps. À l'inverse, je recommande toujours les ETF pour toute personne qui a envie d'investir, car ils gèrent pour vous aussi bien la diversification que la balance de votre portefeuille, et on sait que sur le long terme, ils ont tendance à être assez performants. D'ailleurs, si vous regardez
les grosses actions que vous avez que vous aviez dans le S&P 500 dans les années 2000 et vous regardez maintenant en 2020, vous allez voir que le top 10 des actions ou même le top 20 a énormément changé. Beaucoup d'actions ont dégringolé et cependant le S&P 500, lui, il a continué de monter malgré qu'il y ait beaucoup d'actions qui à l'époque étaient dans le top 10 et aujourd'hui n'y sont plus du tout. Au final, je recommanderais à toute personne qui n'est pas passionnée par la bourse mais qui a envie d'investir et qui a un horizon d'investissement assez long, de mettre peut-être de l'argent chaque mois sur différents ETF pour pouvoir aussi diversifier géographiquement et de ne surtout pas regarder la performance tous les jours ni tous les mois. D'ailleurs, peut-être que la meilleure façon de le faire, c'est juste d'avoir un investissement automatique qu'on peut complètement oublier et regarder 10, 15, 20 ans plus tard pour voir le travail qui a été fait. Au final, dans cette vidéo, je vous parle avant tout de comment se préparer à une correction ou à un krach en bourse. Et pour moi, un des plus grands dangers qu'on a dans ces situations, c'est de paniquer et de faire des choses sans réfléchir, sans prendre le temps de se rendre compte des actions qu'on fait quand on achète une action ou un ETF sans l'avoir étudié, sans avoir réfléchi, ou alors qu'on vend parce qu'on a perdu 10% de son portefeuille et qu'on est en panique et qu'on ne croit plus en la bourse, que la bourse c'est pas le futur et que c'est la fin du monde. Donc c'est pour ça que moi je mets en place ces garde-fous. Et l'un d'entre eux est notamment de se tenir responsable de ses investissements en parlant et en étant responsable. D'ailleurs, en parlant de responsable, comme je le répète assez souvent, personne ne peut vous donner des conseils, et surtout pas moi, je ne vous donne aucun conseil. Au final, c'est mon argent que j'investis, c'est votre argent que vous investissez, et il va falloir agir raisonnablement et réfléchir parce que c'est vous qui prenez tous les risques. Et il va falloir investir des pourcentages que vous acceptez aussi bien de perdre que de voir grossir dans le futur. Il faut bien comprendre qu'on a des risques de perte en capital total dans l'investissement, et donc il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Et donc en parlant de responsabilité, pour moi une très bonne chose à faire, c'est d'en parler autour de soi. Par exemple, de dire à ses parents, sa femme, ses enfants, je ne sais, qu'on investit dans telle entreprise, dans tel ETF, et de leur demander que le jour où on est en panique et qu'on a envie de vendre, qu'ils nous rappellent pourquoi on a investi, qu'on voulait investir sur le long terme et qu'ils nous disent que c'est idiot de vendre à perte, par exemple, parce que ça va très certainement remonter, qu'il ne faut pas paniquer, et au contraire, il faut garder son calme. Une autre façon de le faire, ça peut être aussi de partager votre investissement, par exemple, je sais pas, il y en a beaucoup qui le font sur Twitter, sur YouTube, dans des communautés, etc., tout simplement, parce que les personnes vont vous dire, non, c'est une erreur, ne le fais pas, ne vends pas, conserve, au contraire, continue à investir. Au final, pour conclure cette petite technique que moi personnellement j'utilise, eh bien, c'est que vous allez réfléchir à 2 fois avant de vendre, et vous allez beaucoup moins paniquer, car au final, ça va vous forcer à prendre des décisions beaucoup plus réfléchies. Très bien, une fois qu'on en a fini avec la préparation intellectuelle ou psychologique, on va passer à la préparation financière. Alors avant tout, avant d'investir, pour moi, comme je le répète à chaque fois, il faut avoir de l'argent de côté. Ayez 6 mois à 1 an de dépenses sur un compte en banque ou sur un livret, peu m'importe, et surtout ne jamais y toucher, sauf en cas d'urgence. Et comme je le répète souvent, une urgence pour moi, c'est pas acheter un nouvel ordi, un nouveau téléphone ou une nouvelle télé, ou une nouvelle voiture, ou peu importe à vrai dire. L'urgence, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas prévu, la maison qui prend feu, le toit qui a une fuite, ou je ne sais quoi. Ensuite, personnellement, je travaille en pourcentage de mon portefeuille. C'est-à-dire qu'une autre façon de me sécuriser, c'est de jamais être trop proche de zéro ou trop proche de ce fonds d'investissement. Il n'arrive presque jamais que je descende sous les 10% de mon patrimoine en cash. Et une des rares fois où je suis descendu sous les 10%, c'était d'ailleurs en mai-juin 2020. On avait le crash, donc j'avais beaucoup d'investissements à faire et j'investissais pas mal à ce moment-là. Petite parenthèse d'ailleurs, je n'avais aucune idée que c'était la fin du crash, personne ne pouvait le savoir si ça allait pas redescendre, mais vu qu'il y avait des bonnes affaires, j'investissais. À ce moment-là, j'avais aussi de l'immobilier, comme je vous l'ai dit, des actions à acheter, et je devais aussi acheter un nouveau véhicule. Et donc, vu que j'ai pas fait de crédit sur le véhicule, puisque c'est pas le genre de choses que je fais, eh ben, je suis descendu sous les 10%. Et par contre, eh ben, j'ai très très vite remonté au-dessus des 10% parce que vu que j'étais dans une situation entre guillemets de stress, je me suis imposé de mettre beaucoup d'argent de côté pour très vite remonter dans une situation plus confortable pour moi. À l'inverse, par contre, je ne suis jamais au-delà de 30% de cash. Parce que après, pour moi, on commence vraiment à avoir beaucoup trop d'argent qui dort, et donc du coup de l'argent qui subit l'inflation. Et au-delà de 30%, c'est clairement pour moi une trop grosse partie de mon patrimoine, et dans ce cas-là, j'investis. Juste aussi pour mettre quelques chiffres sur ces pourcentages, ça veut dire que si vous avez un patrimoine de 100 000 euros, on parle ici patrimoine total, donc tout ce que vous avez, moins tous vos crédits, donc tout ce que vous possédez, moins tout l'argent que vous devez par exemple à la banque,
Donc imaginons par exemple que vous avez un patrimoine de 100 000 euros, ça veut dire que vous avez, en tout cas ça veut dire que moi personnellement j'ai par exemple par tranche de 100 000 euros, toujours au moins 10 000 euros sur un compte, et ça c'est en plus du fonds de sécurité. Et c'est aussi pour ça que je suis assez rassuré au quotidien, parce que si la bourse continue à baisser, eh bien j'ai du cash pour venir investir plus, sachant qu'en plus à côté de ça j'ai tous mes revenus qui me permettent de maintenir ce cash de façon constante au-delà des 10%. Une autre façon d'être prêt financièrement à un krach ou à une correction en bourse, c'est de ne pas avoir de dette à titre personnel. J'ai aucune dette si ce n'est l'immobilier et c'est quelque chose qui me rassure. Alors d'ailleurs, j'avais fait une vidéo complète sur la dette sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Mais donc pour en revenir à notre sujet, personnellement, donc j'ai aucun crédit sauf l'immobilier et je n'utilise pas de crédit pour acheter une voiture, un ordinateur ou mes loisirs, etc. Je paye tout en espèces, entre guillemets, je me fais souffrance, j'économise un petit peu plus les mois d'avant, mais ça me permet d'avoir l'esprit libre, et surtout ça fait aussi que j'ai beaucoup moins de coûts fixes, c'est-à-dire qu'au quotidien, je dois juste gagner de l'argent pour payer mes dépenses de vie, évidemment les loisirs, etc. Et après tout le reste part directement dans l'investissement. Et ça fait qu'en cas de crash, eh bien au final j'ai pas tous ces crédits à payer et j'ai pas une énorme partie de mes revenus qui partent le premier du mois dans des paiements automatiques. Par exemple, si vous avez beaucoup de paiements et que vous avez beaucoup de dettes, peut-être qu'à la fin du mois vous avez réussi à investir 10% de vos revenus. Et attention, 10% c'est génial, c'est beaucoup mieux que zéro, et il y a peu de personnes qui arrivent déjà à investir que ne serait-ce 10% de leurs revenus, et je vous félicite pour ça. Par contre, après, l'étape suivante, ce serait peut-être de passer à 20%, 30%, 40%, et voire même plus de 50% de vos revenus. Parce que imaginez si plus de 50% de vos revenus partent dans les investissements. Ça veut dire que le jour où vous avez un krach en bourse ou un imprévu, ça va être très facile pour vous de reconstruire ce fonds de sécurité ou de reconstruire votre petit matelas de cash que vous avez sur le côté. Et donc ça vous permet aussi d'être dans une situation où vous pouvez investir chaque mois, même si la bourse est en train de fortement baisser, et vous n'allez pas vous inquiéter à vous dire mince, j'ai pas d'argent, aller faire une bêtise comme, comme faire un crédit consommation pour aller le mettre en bourse ou des choses comme ça. L'avantage de vous préparer financièrement en amont, c'est justement de ne pas paniquer et d'être prêt quand la bourse tombe pour acheter encore et encore. Et donc cela m'amène sur le dernier point de la vidéo, et c'est pas celui qui fait le plus plaisir à chaque fois que j'en parle, et il s'agit d'augmenter ses revenus. Et en effet, augmenter vos revenus, ça vous permet de vous préparer fortement à une baisse générale de votre patrimoine et de vos investissements. Car au final, on s'y prend toujours trop tard, et moi personnellement, je me dis qu'il faut que je sois un peu prévoyant. Je m'explique. Ce n'est pas en temps de crash qu'on va du jour au lendemain, ou que moi personnellement je vais du jour au lendemain réussir à doubler mes revenus par exemple. C'est possible sur une courte période si vous décidez de tout vendre sur le bon coin, de vendre vos voitures ou je ne sais quoi, mais c'est pas quelque chose de viable sur le long terme. Par contre, à l'inverse, si toute l'année on s'applique à augmenter ses revenus, ou encore mieux, si tout au long de l'année on s'applique à multiplier ses sources de revenus, donc à avoir plusieurs sources qui peuvent être du freelance, des petits travaux à côté, évidemment votre salaire, aussi vos investissements, etc. Eh bien, du coup, vous mettez dans une situation où quand il y a une correction, eh ben, vous ne serez pas en panique parce que vous avez toutes ces petites sources de revenus qui vont arriver, non pas seulement le premier du mois, mais peut-être le premier du mois, le 15 du mois, à la fin du mois, à tout moment, si vous faites une vente, si vous prenez un petit travail en freelance, si vous êtes par exemple une personne qui peut faire du graphisme le week-end, ou vendre vos services, ou aller travailler, vous êtes dans le bâtiment, vous allez faire des travaux supplémentaires le week-end en micro-entrepreneur, bref, vous avez beaucoup de façons de gagner de l'argent, mais vous ne pourrez le faire que si vous avez mis en place en amont des actions qui vous permettent d'avoir différentes sources de revenus et d'appuyer sur l'accélérateur pour gagner encore plus au moment où vous en avez le plus besoin. Et évidemment, je tiens à rajouter à ça l'aspect psychologique, c'est-à-dire que quand vous vous mettez dans une situation où vous avez de nombreuses sources de revenus et vous y avez travaillé au quotidien, eh bien, vous n'avez plus peur d'en perdre une, ou vous avez même plus peur de perdre votre travail. Parce que vous savez que si vous perdez votre travail, au final, ça pourrait être une opportunité pour vous concentrer 2 fois plus sur une autre action, une autre source de revenus, et peut-être qu'au final, vous allez exploser ailleurs. En plus, vos investissements que vous avez déjà vous font aussi un matelas confortable qui vous permettent de ne pas aller vous demander comment vous allez manger à la fin du mois, parce qu'au pire, vous pouvez vendre quelque part d'un ETF pour tout simplement vous nourrir, même si c'est pas l'objectif. Et donc voilà, vous vous mettez dans un état psychologique
où vous n'avez beaucoup moins de, où vous avez plus de stress, je veux dire, excusez-moi, je me reprends. Et ça, c'est certainement d'ailleurs, comme j'en parle souvent dans les vidéos, ma plus grosse motivation quotidienne qui me pousse à toujours plus travailler et investir, parce qu'au final, ça me met en sécurité. Évidemment, comme vous le savez, sur cette chaîne, je ne vous vends pas de rêve. Il faut énormément travailler pour se mettre dans cette situation. Même moi, évidemment, ça fait des années que je travaille comme un acharné. Je suis clairement sur le chemin vers la liberté financière. Je commence à avoir un patrimoine que personnellement j'estime plus que satisfaisant pour mes 30 ans. Ça ne me permet pas d'aller vivre toute l'année au bord des cocotiers sur la plage et de rouler en Ferrari ou je ne sais rien. De toute façon, c'est pas quelque chose qui m'attire, peu importe. Mais ce que je veux vous dire, par contre, c'est que j'ai assez d'argent déjà pour faire des choix dans la vie, pour quitter mon emploi si ça me plaît plus. Bref, le fait que j'investisse me permet d'avoir des choix dans la vie, de me poser, et de la même façon, en cas de crack, ça va me permettre aussi de prendre du recul, de réfléchir, parce que je serai prêt à subir un crack, une récession, une perte d'emploi, etc. Et au final, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans la même situation. Vous êtes en train aussi certainement de beaucoup apprendre, de réfléchir sur votre futur, de vous éduquer, de lire, d'écouter. Et j'imagine que vous allez continuer après cette vidéo et dans les années qui arrivent à vous mettre dans cette situation confortable où vous serez prêt à affronter une baisse de vos investissements, mais de façon générale, vous serez aussi prêt à affronter et profiter de la vie et ne pas vous retrouver dans une situation malheureuse, tout simplement car vous aurez eu le courage de travailler et de vous préparer à cela. Et honnêtement, je vous en félicite parce que tout le monde n'est pas capable de le faire et vous êtes clairement en train de le faire si vous êtes sur cette vidéo, je pense. Très bien, sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé et quelles sont vous les actions que vous mettez en place pour vous préparer. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se parle dans la prochaine vidéo.